tant qu'être en basket, je vais marcher sur la scène. Je ne suis pas en basket parce que je suis une start-upeuse. Je suis en basket parce que j'ai la tête en l'air et que j'ai oublié une chaussure dans le train. Donc on n'est pas encore à l'heure de l'intelligence artificielle, ni même augmentée en ce qui me concerne. Mais c'est le thème de la soirée. Et j'ai envie de vous en parler de manière vulgarisée. Vulgarisée, j'aime pas tellement ce mot, ça peut paraître prétentieux, ça sonne comme vulgaire, c'est pas ça du tout. C'est que nous sommes face à des enjeux globaux, sociétaux, économiques, sociaux, et que la prise de conscience doit être collective et doit aboutir à mon sens, une forme de gouvernance collective face à ces enjeux. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'être ici ce soir à Niort, dans le berceau du mutualisme, et aux côtés de la Maïf, qui est une société qui s'engage, et qui s'engage de manière collective et solidaire, parce que les enjeux d'intelligence artificielle, je trouve, se marient bien aux enjeux du mutualisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, l'intelligence artificielle. C'est un terme qui fait peur, qui fait plus encore peur en Europe et en France qu'ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a une culture du doute, notre vieille Europe, elle est un peu anxiogène en soi, parce qu'on a une histoire longue et qu'on a appris de cette histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mot qui fait peur. Intelligence artificielle, qui dit artificielle, dit non naturel. Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain. Ça s'éloignerait donc de ce qu'il peut y avoir de meilleur dans l'homme. De meilleur, c'est oublier que l'homme n'est pas forcément bon, et c'est oublier que les technologies peuvent apporter du bon. Ce qui est essentiel, c'est de se souvenir que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. C'est une technologie. Un ordinateur, c'est un outil, c'est une technologie. Tout dépend de l'usage que nous décidons d'en faire. Alors derrière ce caractère anxiogène, parce que c'est un mot qui veut tout et rien dire et qu'on comprend mal la réalité qui peut se placer derrière, donnons des exemples très concrets de l'IA, l'intelligence artificielle, au quotidien. Vous en avez dans votre poche. Si vous avez un smartphone, c'est un téléphone intelligent. En quoi il est intelligent ? Il fait de la reconnaissance vocale, par exemple. Donc, il analyse votre voix, qu'il arrive à isoler de son ambiant. Il arrive à capter des signaux et à les transformer en les comparant avec des bases de données gigantesques pour les transformer en informations. Ce qui est vrai avec la voix est aussi vrai avec l'image. Quand dans votre téléphone, vous passez en mode... vous prenez une photo et ça passe automatiquement en mode portrait, mais le téléphone, il a reconnu que c'était le visage d'un être humain que vous preniez en photo. Et donc, le téléphone va comparer l'objet de la photographie avec les immenses bases de données qui sont traitées de manière algorithmique. Donc, de l'IA, c'est ça. Et elle est dans notre quotidien, dans le téléphone, comme par exemple dans les thermostats intelligents, qui permettent, soi-disant passantes, de chauffer moins et de chauffer au bon moment. Elle est dans l'éclairage, qui peut être lui aussi intelligent, qui permet là aussi de s'éclairer de manière adaptée au moment de la journée, à la luminosité par exemple. Donc l'IA, c'est déjà aujourd'hui du quotidien. Mais l'IA, c'est aussi potentiellement un impact sociétal très fort. Et c'est un outil qui peut être mis au service de la prise de décision des décideurs publics comme des décideurs privés. Je vous donnerai 2 exemples pour illustrer à quel point c'est une technologie et un outil qui, en soi, et en tout cas aujourd'hui, ne prend pas la décision. Ce qui importe encore aujourd'hui, ce sont les critères définis par les humains pour aboutir à la décision. Un exemple, volontairement un peu polémique. Enfin, il faut croire qu'en Suisse, il n'est pas polémique cet exemple. Les demandeurs d'asile et les réfugiés en Suisse sont envoyés et classés par canton, le temps du traitement de leur dossier. Comment savoir
où les envoyer. Il se trouve qu'on a constaté en Suisse que le taux d'emploi des demandeurs d'asile est très bas, moins de 15% en moyenne, et qu'il n'évolue pas ou très peu. 3 ans plus tard, le taux d'emploi est toujours aussi bas. Eh bien, les autorités suisses ont décidé d'utiliser des formes d'intelligence artificielle pour mieux mixer les critères utilisés par les cantons en fonction de la taille du canton, de la sociologie de sa population, des nationalités déjà présentes, etc., avec les profils des demandeurs d'asile, l'âge, le sexe, l'origine, l'appartenance à une communauté, la langue, les compétences professionnelles, et avec des technologies d'intelligence artificielle, eh bien, d'essayer de mieux allouer la répartition des demandeurs d'asile en fonction de la réalité du marché de l'emploi local. Eh bien, cela aboutit à des taux d'emploi, selon qu'on est un homme irakien ou une jeune femme venue du Sri Lanka, beaucoup plus élevés. Un autre exemple d'intelligence artificielle qui a un impact sociétal. Vous avez peut-être des enfants qui passent le bac. Eh bien, s'ils passent le bac, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont faire par la suite. Et donc, ils sont passés, ou ils vont passer par Parcoursup. Il se trouve que Parcoursup a fait la une de l'actualité ces derniers mois. L'enjeu derrière Parcoursup, c'est-à-dire une plateforme d'inscription à l'université dans laquelle les futurs étudiants expriment des choix, eh bien, c'est un enjeu algorithmique. Finalement, c'est de savoir quels sont les critères qui sont utilisés pour répartir la population estudiantine au sein des universités en fonction des capacités d'accueil et des places disponibles. Mais on voit bien qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Qu'est-ce qui importe dans Parcoursup, et c'est l'objet des débats politiques actuels d'ailleurs, c'est quels sont les critères choisis pour cette allocation. Est-ce qu'il y a une sélection ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'elle est aléatoire ou pas? Et s'il y a une sélection, elle se fait en fonction de quoi? La géographie, l'origine sociale, les notes, etc. Ces exemples pour illustrer le fait que l'intelligence artificielle est un outil qui aide à la prise de décision, mais que ce qui importe, au final, ce sont les critères choisis pour aboutir à cette décision. Et donc l'intelligence artificielle est finalement une occasion unique donnée aux humains d'être plus intelligents parce que leur décision finale est éclairée par une série de facteurs et de critères et une quantité d'informations auxquelles le cerveau humain seul n'aurait pas pu avoir accès. Je vous ai parlé de l'IA du quotidien, de l'IA dans la société, l'IA dans l'économie. Là, ça commence à faire plus peur, parce qu'on associe IA à destruction d'emplois. Il y a quand même cette idée que le robot va remplacer l'homme. Et d'ailleurs, c'est une idée qui n'est pas nouvelle en soi. Lorsque la révolution industrielle s'est affirmée au XIXe siècle, la question se posait dans les filatures de coton et se posait pour des métiers qui ont disparu. Ces métiers ont disparu et ils ont été remplacés par d'autres métiers. Et ça serait quand même extraordinaire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, on n'arrive pas à anticiper ces changements et à les accompagner. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là encore, tout dépend de la clairvoyance et de la volonté d'accompagner le changement et d'agir ou pas. La réalité économique de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet des gains de productivité. Ça veut dire concrètement qu'il y a peut-être pour partie une économie de coûts, une réduction de coûts, pas forcément d'ailleurs sur la force de travail, uniquement par l'amélioration des processus internes de production, de prise de décision, etc. Et puis elle permet aussi de créer de la valeur nouvelle. Là aussi, je vais vous donner quelques exemples. En matière économique, eh bien, au sein d'une usine, l'IA permet de faire de la maintenance prédictive, la maintenance des outils, des machines, de manière anticipée. C'est-à-dire que
lorsqu'on place des milliers de capteurs sur la chaîne de production, eh bien, ces capteurs collectent des informations concernant, je ne sais pas moi, les vibrations, la température, la pression sur les machines, et permettent, en croisant ces données avec d'autres jeux de données qui tournent grâce à des algorithmes et qui sont testés, eh bien, de connaître à l'avance les perturbations éventuelles qui pourraient avoir lieu sur la cadence de production. Et donc d'anticiper ces perturbations et donc au final de produire plus vite, voire de produire mieux, parce qu'on peut, grâce à des technologies d'intelligence artificielle, anticiper les anomalies, par exemple, de production, et donc les corriger avant qu'elles ne se produisent. C'est un exemple de gain de productivité dans le secteur vraiment manufacturier industriel. Et alors, dans l'assurance, on est quand même sur un domaine... Alors, des études montrent que l'assurance se situe au milieu des secteurs qui peuvent tirer le plus de bénéfices de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont tout en haut, c'est le commerce, ce sont les transports, c'est le voyage, par exemple. Au milieu, il y a l'assurance. Tout en bas, il y a des secteurs comme la défense qui sont moins directement et potentiellement impactés. Les gains à attendre dans le secteur assurantiel sont estimés à entre 1,5 et 2% des revenus des entreprises du secteur de l'assurance par an. Si on applique correctement et si on intègre bien le potentiel de ces technologies. Et j'aimerais qu'on le voit comme ça, qu'on le voit comme un potentiel. Concrètement, concrètement, ça veut dire qu'on assure mieux le risque parce qu'on connaît mieux les assurés. Ça veut dire qu'un conducteur de camion dont l'engin a des capteurs peut améliorer son comportement de conduite et donc réduire le risque d'accidentologie, d'accident, par exemple, lorsqu'on croise les données de conduite avec les données de climat, les données de circulation de trafic, etc., etc. On peut aussi d'ailleurs réduire la consommation d'essence et donc avoir un impact sur l'environnement. Et puis pour l'assurance personnelle, individuelle, on sait que grâce au croisement de données, on peut connaître les étapes de la vie des assurés de manière beaucoup plus affinée. Alors avec des excès qui beaucoup plus souvent arrivent aux États-Unis ou en Chine qu'en Europe. Je vous expliquerai pourquoi. Vous avez peut-être vu cette histoire d'une jeune femme qui était enceinte et dont le papa a appris en voyant les publicités qui étaient poussées sur la page d'un réseau social de sa fille qu'elle était enceinte alors qu'il ne le savait pas. Tout ça parce qu'elle avait fait preuve d'une certaine curiosité par son moteur de recherche, par ses achats sur Internet qui ont révélé un comportement de consommatrice qui montrait qu'au regard de son âge et de sa situation socio-professionnelle, il était probable qu'elle soit enceinte. Est-ce qu'on veut de ça en France et en Europe? Non. Non, et je crois que nous avons la chance d'appartenir à un continent qui, à l'ère numérique, affirme certaines valeurs. Et les engagements pris par la Maïf s'inscrivent tout à fait dans ces principes. Quelles sont-elles, ces valeurs? Eh bien, c'est le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles, par un principe que l'on trouve dans la loi pour une république numérique, qui est la loi que j'avais défendue au Parlement lorsque j'étais membre du gouvernement, qui est celui de la libre disposition de ces données personnelles, par le consentement éclairé, par le droit à l'oubli. Et il se trouve que ce principe et la protection des données personnelles, dorénavant, est applicable à l'ensemble des pays de l'Union européenne par le règlement européen sur les données personnelles. Alors on nous dit, et qu'est-ce que je n'ai pas entendu lorsque j'étais au gouvernement, que ce fameux règlement européen pour la protection des données personnelles, le règlement européen RGPD, il est anti-innovation.
il casse toutes les potentialités de l'intelligence artificielle parce que comme les données, elles restent protégées, eh bien, on ne peut pas y accéder lorsqu'on est une entreprise, on ne peut pas les croiser, on ne peut pas faire tourner des algorithmes sur des réseaux de neurones qui permettent de pousser des solutions beaucoup plus personnalisées. C'est faux. C'est faux. La vérité, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions technologiques qui respectent la vie privée, qui respectent le consentement, et que c'est un enjeu autant philosophique que technologique que de réussir à faire vivre la possibilité de maîtriser ces données personnelles dans l'environnement numérique. Mais ce combat, je crois que c'est un combat, il n'est absolument pas perdu, et l'Europe a un mot à dire dans ce combat de valeurs qui se joue au niveau international entre trois zones, entre les États-Unis avec les GAFA, la Chine avec les BATX et l'Europe. Alors les États-Unis avec les GAFA, on pourrait penser que le scandale de Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, aurait éveillé les consciences. Il se trouve qu'il y a quelques jours, Facebook a annoncé les résultats de son chiffre d'affaires qui sont historiquement élevés et que cela pose la question de la responsabilité individuelle au-delà de la responsabilité des entreprises. Et j'aimerais en venir là. Comment utilise-t-on ces données personnelles, mes données et moi? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai essayé d'en parler à mon fils. Mon fils a 13 ans, c'est un ado. Ce que peut lui dire sa mère, franchement. Et bien mon fils, un jour, j'en ai parlé, il s'en fichait complètement. Puis un jour, il me dit « Oh, maman, il y a Squeezie qui a parlé de Cambridge Analytica. » Je ne sais pas si vous connaissez Squeezie. Si vous ne le connaissez pas, vous ne faites pas partie des 10 millions de Français qui le suivent sur YouTube. C'est un YouTuber. Et bien le jour où Squeezie a parlé des données personnelles, ça a permis d'éveiller la conscience, en tout cas, de mon adolescente de 13 ans. Et je cite cet exemple. Alors, est-ce que je veux que mon adolescente de 13 ans soit éduquée par Squeezie? Je n'en suis pas certaine, mais ça me pose la question du rôle de tous et chacun dans la prise de conscience de la nécessité d'avoir une hygiène numérique. Le mot hygiène, bah, c'est pas super, mais d'avoir une conscience du fait que c'est pas anodin de poster des photos en ligne, de donner des informations personnelles, etc., sur Internet. Et là aussi, la Maïf joue un rôle que j'estime responsable et engagé lorsqu'elle organise son Data Day, comme aujourd'hui, et elle travaille en partenariat avec des startups qui poussent ce type de solutions, qui permettent de respecter le consentement et qui permettent d'effectuer une traçabilité de ces données, de la manière dont ces données sont utilisées par des tiers. Donc ça, c'est pour les données et moi. Mais les données et nous, les données et vous. Collectivement, quel monde voulons-nous dans la perspective de l'intelligence artificielle? Et j'en terminerai là. J'ai essayé de démontrer que c'était un outil et que c'était un outil qui pouvait aider à la prise de décision, qui pouvait permettre des réductions de coûts, qui pouvait permettre de créer de la valeur pour les entreprises, mais tout dépend de ce que l'on va en faire. Et grâce aux technologies, on peut avoir une traçabilité et une transparence des algorithmes qui sont utilisés pour cette prise de décision. C'est donc un champ des possibles extraordinaire qui s'ouvre à nous en termes démocratiques. C'est une forme, alors mes origines québécoises me font aimer ce mot, d'empouvoirment citoyen qui nous est potentiellement offerte, de capacitation, en anglais on dit empowerment. Si on comprend que l'enjeu de transparence des algorithmes qui aboutissent à des décisions est un enjeu démocratique, alors je suis confiante pour l'avenir de l'humanité. Et si les entreprises qui utilisent et utiliseront de plus en plus ces technologies comprennent qu'elles doivent accompagner le changement en interne et que finalement les tâches qui sont des tâches répétitives et au final ennuyeuses pour les salariés,
qui disparaîtront seront remplacés par d'autres et qu'il faudra donc former, et former beaucoup plus en continu et tout au long de la vie les salariés, alors les entreprises joueront le rôle qu'elles doivent jouer dans cette ère de l'intelligence artificielle. On dit que les compétences techniques des gens duraient 15 ans en moyenne il y a 20 ans. Aujourd'hui, les compétences techniques, elles durent en moyenne 3 ans. Concrètement, on est tous très rapidement obsolètes. Du coup, qu'est-ce qui compte? Peut-être d'autres types de compétences. Des compétences cognitives, des compétences comportementales, des compétences humaines, une certaine adaptabilité, une certaine curiosité, une certaine sociabilité. Est-ce que notre système éducatif aujourd'hui favorise suffisamment ce type de compétences? Je ne sais pas, mais je crois que c'est l'enjeu qui se pose à la société dans son ensemble et aux entreprises aussi dans leur engagement en termes de formation continue et de formation professionnelle. Et je suis à l'aise pour parler de ces enjeux à Niort, parce que Niort, c'est le berceau du mutualisme. Le mutualisme, c'est un mouvement qui est né il y a longtemps, qui repose sur des principes qui valent la peine, à mon sens, d'être affirmés à l'heure de l'intelligence artificielle, qui est du numérique x 100, x 1000, x 10 000, dans son potentiel amplificateur, mais qu'au fond, cette idée que c'est la multitude qui doit décider, en gardant à l'esprit des principes de solidarité, eh bien, elle doit plus que jamais s'imposer dans ce monde de l'intelligence artificielle. Je vous remercie de votre attention.